Comment puis-je devenir la meilleure version de moi-même l'an prochain? Bonne question, Julien. Elle motive beaucoup de gens, surtout quand une nouvelle année arrive. Oui, l'espoir flotte, mais aussi la pression. Parfois ce désir semble lourd. Exactement. Parlons aujourd'hui de la raison de ce désir annuel. Vient-il d'autocritique ou de bienveillance? Je me souviens de mon premier réveillon à Lyon. J'avais écrit une longue liste d'objectifs. 2 semaines plus tard, elle avait disparu. Je comprends. Avant, j'écrivais toujours. Plus de sport, moins de sucre, méditer chaque jour. Cela sonnait bien, mais ressemblait à une punition. Intéressant. Le problème n'est donc pas seulement l'objectif, mais le sentiment qui l'accompagne. C'est vrai. Demandons-nous d'abord, pourquoi voulons-nous changer? Pensons-nous trop mal de nous-mêmes ou cherchons-nous simplement à évoluer? Pour moi, c'était souvent la comparaison. Je voyais des amis qui parlaient déjà anglais parfaitement et je pensais « je dois apprendre plus vite ». Je comprends. La comparaison peut motiver, mais aussi blesser. Pour moi, le désir de changer venait plutôt d'une quête de sens. Je voulais savoir qui je suis vraiment. Ça semble plus sain. Nos auditeurs devraient peut-être se demander « mon objectif vient-il d'amour pour moi ou de peur ?» Bonne réflexion. L'espoir est puissant quand il repose sur le soin de soi. La pression naît quand nous pensons ne pas être assez. J'aime l'image d'une plante. Elle pousse grâce à la lumière, pas parce qu'on la gronde. Belle image. Demandons aux auditeurs, qu'est-ce qui nourrit votre plante? Un compliment, le calme, l'apprentissage, la communauté. Écrivez-nous volontiers. Je crois que la conscience est la première étape. Sans clarté, nous partons avec une énergie bancale. Absolument. Dans ce chapitre, nous posons les bases. Nous voulons comprendre pourquoi le désir naît. Ce n'est qu'ensuite que l'on avance. Parfait. Je me sens déjà plus léger, car nous examinons la motivation, pas seulement les plans. Alors, dans la prochaine partie, demandons-nous ce que signifie vraiment la meilleure version. Alors, Camille, nous avons parlé de motivation. Maintenant, je me demande, c'est quoi la meilleure version? Bonne question. Beaucoup de gens imaginent une image parfaite. Aucun défaut, beaucoup de succès, toujours heureux. Ça semble joli, mais aussi fatigant. Exactement. Un idéal peut inspirer, mais il peut aussi mettre la pression. Je me souviens des notes à l'école. Un 20 sur 20 était la meilleure version. Mais la vie n'est pas l'école. Oui, les buts d'adultes ne se mesurent pas aussi facilement. Bonheur, santé, relations sont des sujets plus souples. On peut donc dire, la meilleure version n'est pas parfaite. Elle me correspond simplement. Oui, elle correspond à mes valeurs, à mon énergie et à ma phase de vie. Ma phase actuelle, je travaille beaucoup, j'apprends encore l'anglais et je veux du temps pour mes amis. Ça semble réaliste. Dans ma phase, je souhaite plutôt du calme, des promenades et des discussions profondes. On voit bien, la meilleure version est différente pour chacun. Se comparer n'aide pas. Exactement. Beaucoup de buts viennent de la comparaison. Les réseaux montrent des corps ou des carrières parfaits. C'est tentant. Nos auditeurs connaissent sûrement. On fait défiler, on se sent petit, on crée des plans énormes. Quand un plan vient de la jalousie, il tient rarement. S'il vient de l'amour, il tient plus longtemps. Prenons une image. Imagine une boussole intérieure. Elle montre une direction, pas un point précis. Joli. La boussole, ce sont nos valeurs. Joie, apprentissage, gentillesse, santé,
créativité. Auditeur, quelle valeur avez-vous? Écrivez-nous volontiers. Quand les valeurs sont claires, la meilleure version reste flexible. Flexible veut dire j'ai le droit de changer. Aujourd'hui, j'ai besoin de bouger. Demain de repos. Les deux vont bien. Ça soulage. Je n'ai pas à donner le maximum chaque jour. J'ai le droit de choisir. La meilleure version est peut-être simplement la plus honnête. Je suis vrai, pas parfait. J'aime bien. Être vrai, tout le monde peut l'exercer, même par petits pas. Les petits pas semblent souvent simples, mais ils construisent la confiance en soi. Donc, nous devrions inverser la question. Comment puis-je me faire confiance l'an prochain? Au lieu de vouloir ta meilleure forme, deviens ton meilleur ami. Écoute-toi, sois patient, offre-toi du soutien. J'adore ce jeu de mots. Il réduit la pression et apporte de la chaleur. Alors, on peut dire, la meilleure version est la plus aimable, pas la plus rapide. C'est vrai. Cela résume bien ce chapitre. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les émotions dirigent nos objectifs. C'est l'heure des émotions, non? Quand je fixe un but, un mélange arrive. Oui. Beaucoup de gens sentent d'abord l'enthousiasme, puis la peur de l'échec arrive vite. Je connais ça. L'an dernier, je voulais courir chaque jour. Semaine 1. Euphorie. Semaine 2. Fatigue. Puis la culpabilité. La culpabilité est lourde. Beaucoup pensent qu'elle motive. Souvent, elle bloque. Le corps se tend, la tête se ferme. C'est vrai. Quand je me sens coupable, je cours moins, pas plus. Et quel sentiment t'aide? Curiosité, joie, calme? Surtout la curiosité. Quand je suis curieux, je demande. Comment la course se sent aujourd'hui? La curiosité est douce, pas dure. Elle invite, elle ne pousse pas. Beaucoup d'auditeurs sentent peut-être un petit oui dans le ventre. C'est un bon signe. D'autres sentent peut-être de la tristesse, cela fait aussi partie. Sans place pour la peine, l'énergie pour du neuf manque. Bon point. Les émotions sont comme la météo. Elles disent si la route est claire ou brumeuse. Et comme la pluie, une émotion peut passer. Nous n'avons pas à combattre chaque émotion. Pourtant, beaucoup refoulent leur peur. Ils disent « je dois juste être plus fort ». Ça marche rarement. Car la peur grandit dans l'ombre. Mieux vaut lui offrir un espace doux puis avancer. Je fais parfois un petit exercice de respiration. 3 grandes inspirations, puis je demande « qu'est-ce que je sens vraiment ?» Très simple, très efficace. Le corps parle doucement quand nous écoutons. Pour les débutants en français, c'est pareil. Si apprendre stresse, fais d'abord une pause, puis la grammaire. Bel exemple. Les émotions ne sabotent pas les buts, elles montrent juste des besoins. Donc nous avons besoin de bilan émotionnel. Peut-être chaque dimanche demander « quelles émotions sont fortes maintenant ?» La réponse peut surprendre. Parfois c'est la fierté, parfois la colère. Chaque réponse apporte de la clarté. Quand la clarté arrive, on peut ajuster les objectifs. Ne pas abandonner, ajuster. Exactement. Ajuster n'est pas échouer, c'est mûrir. Je raconte vite mon jogging. En février, il faisait froid. J'avais peur du verglas. Alors je suis passé à la salle de sport. Parfait. Tu as sauvé le but parce que tu as respecté ton émotion. Nos auditeurs peuvent copier. Sentir d'abord, décider ensuite. Prenez peut-être une petite pause maintenant et sentez brièvement en vous.
et nous parlerons au prochain chapitre de pourquoi la motivation seule ne suffit pas. Restez avec nous, respirez, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à nouveau. Beaucoup demandent, si je suis motivé, pourquoi je ne continue pas? Parce que la motivation est comme un feu d'artifice, brillante, bruyante, courte. Bon exemple. Le changement ressemble plutôt à un jardin. Il demande de l'eau et des soins quotidiens. Beaucoup planifient le feu d'artifice, pas le jardin. Ils achètent non des chaussures, mais pas une habitude. Exact. Une habitude est une action qui coûte peu d'énergie, car elle devient automatique. La motivation est l'énergie du départ. L'habitude est l'énergie de durée. Sans durée, tout projet s'arrête. Pourquoi est-il si difficile de créer une habitude? Parce que notre cerveau veut économiser l'énergie. Il aime les chemins connus, même s'ils sont mauvais. Ainsi, un nouveau comportement a besoin de signaux forts, par exemple heure fixe, lieu clair, petits pas. Mes matins étaient chaotiques, alors je mets le tapis de yoga près du lit le soir, cela aide. Malin. Un signal visible. Oui, et un verre d'eau à côté, 2 habitudes dans une seule image. Et la résistance? Parfois une voix dit « Laisse tomber, reste tranquille ». Cette voix nous protège du danger, mais elle exagère. Nous pouvons la remercier et agir quand même. Avant, je la croyais. Aujourd'hui, je dis « Merci, j'essaie quand même 5 minutes ». Les courtes durées valent de l'or. 5 minutes sont peu risquées, donc le cerveau accepte. Si 5 minutes marchent, l'envie vient souvent pour plus. Ainsi, l'habitude grandit naturellement. Pourtant, des retours en arrière arrivent. Maladie, stress, vacances. Beaucoup pensent alors que tout est perdu. Mais un revers est juste une pause, pas une fin. On peut recommencer. Exact. On tombe du vélo et on remonte. Aucun enfant ne dit « je n'apprendrai plus ». Pourtant, les adultes se jugent durement. Pourquoi? Parce qu'ils confondent leur but avec leur identité. Si le but échoue, ils pensent être des échecs. Sujet important. Nous sommes plus que nos résultats. Nous sommes des apprenants. Un apprenant peut faire des erreurs. Elles montrent seulement où la pratique manque encore. Parlons de petits systèmes. Par exemple, un suivi d'habitude avec des cases à cocher. Bon outil s'il apporte de la joie. Sinon, le suivi devient juge et on perd le plaisir. Donc règle, les outils doivent servir, pas menacer. En résumé, la motivation allume, les systèmes soutiennent, l'identité porte. C'est un travail d'équipe intérieure. Bien dit. Dans le prochain chapitre, nous verrons ce qui soutient vraiment la croissance. À tout de suite, restez curieux et gentils avec vous. Parlons maintenant de ce qui aide la vraie croissance. Exact. Beaucoup pensent d'abord à plus de travail ou à des règles plus dures. Pourtant, les moyens doux aident souvent plus que les plans stricts. J'ai appris cela avec le yoga. Au début, je voulais pratiquer 60 minutes chaque jour. Après une semaine, j'étais épuisée. Puis ma prof m'a donné un conseil. Elle a dit « Fais 5 minutes chaque jour, mais vraiment chaque jour ». Cela semblait minuscule, mais tout a changé. 5 minutes étaient si faciles que je n'ai presque jamais raté. Après 3 mois, je faisais 21 minutes sans stress. Le petit temps constant me gardait en mouvement et créait de la confiance. La confiance est l'engrais de la croissance. Bel exemple. Il montre que la constance est plus forte que la taille. Oui, la constance demande aussi le soutien de l'environnement. Quand j'ai appris l'anglais, je collais de petits papiers partout.
sur le frigo, la porte et le miroir. Chaque carte portait seulement un mot nouveau. Ces rappels visuels étaient muets mais très tenaces. Je ne pouvais pas oublier d'apprendre. Le mot restait sous mes yeux. L'appartement devenait mon professeur. C'est une utilisation astucieuse du lieu. On oublie souvent la force des endroits. Quelles autres petites aides vois-tu? Je pense au soutien social. Quand j'ai commencé à courir il y a des années, je voyais une amie chaque mercredi. Nous nous retrouvions au parc, quel que soit le temps. Si j'étais fatiguée, elle me motivait. Si elle était stressée, je faisais le premier pas. Le rendez-vous rendait la course presque automatique car nous partagions la responsabilité. La communauté stabilise les habitudes. Donc nous avons 3 piliers. Constance, environnement, communauté. N'oublie pas l'autocompassion. Sans gentillesse envers nous, tout craque. Vrai. J'ai été malade et j'ai dû arrêter l'entraînement. Avant, je me serais insulté. Cette année, je me dis, le repos fait partie du plan. C'est un bon exemple d'attente réaliste. Nous vivons dans de vrais corps, pas dans des applications. Un corps a besoin de sommeil, de pause, parfois de chocolat. Si nous ignorons ces besoins, le système proteste. L'autocompassion signifie écouter le signal et répondre gentiment. Beaucoup pensent que l'autocompassion est molle et lente. Pourtant, des études montrent qu'elle augmente l'endurance car elle réduit le stress. Qui se soutient lui-même peut tenir plus longtemps comme un coureur qui respire bien. Bon point. Faisons une petite liste pour les auditeurs. Premièrement, petits pas. Deuxièmement, environnement visible. Troisièmement, soutien des amis. Quatrièmement, autocompassion. Cinquièmement, assez de sommeil. Le sommeil répare le cerveau et renforce les choix. Sixièmement, la joie. Quand quelque chose est amusant, on le garde plus facilement. On peut planifier la joie. Par exemple, mettre sa musique favorite en cuisinant sain. Ou un joli carnet pour noter les progrès d'apprentissage. Les petites récompenses agissent comme des vitamines pour l'âme. Je me récompense après un mois d'anglais régulier par un film au cinéma. Le cinéma n'est pas énorme, mais il dit à mon cerveau, le travail est reconnu et fêté. Cela renforce la prochaine phase d'apprentissage. Fêter est important. Encourageons les auditeurs à célébrer leurs petites victoires. Oui. Écrivez-nous comment vous vous récompensez. Cela inspirera sûrement d'autres. Passons à la pression, Camille. Oui, la pression d'être meilleur peut être forte. Je la sens quand j'ouvre les réseaux sociaux. Moi aussi. Les images montrent des corps, des maisons, des voyages parfaits. Alors je pense, mon appartement est trop petit, mon ventre trop mou. La comparaison est comme un test constant que personne ne peut réussir. Pourquoi donnons-nous tant de pouvoir à cette voix? Parce qu'elle est forte et parle partout. Publicité, amis, famille, culture. Un jour de jeûne numérique m'aide parfois. Bonne idée. Une journée sans faire défiler repose le cerveau. Je remarque alors que ma vraie vie est déjà riche. C'est là que naît la sérénité. Nous voyons ce qui existe déjà. Mais que faire si la famille attend carrière ou enfant? Un moi clair est important. Je me demande, est-ce mon désir ou celui d'un autre? Une conversation intérieure. Oui. Je l'appelle examen amical de soi. Comment fais-tu exactement? Je m'assois, je respire, puis j'écris 3 questions. 1. Cet objectif me rend-il vivant? 2. Correspond-il à mes valeurs? 3. Puis-je le vivre en petits pas? Cela semble simple, mais profond. Oui, ces questions aident à trier la pression venue d'ailleurs. Et si la pression reste?
Alors je pratique les limites. Un non est souvent un oui à moi. Dire non est difficile pour moi, surtout au travail. Et c'est un non doux. Exemple, je n'ai pas de place maintenant, peut-être la semaine prochaine. Non doux, j'aime bien. Il te protège et garde la relation. Moins de pression est donc un cadeau pour chacun. Absolument. Moins de comparaison, plus de respect de soi. Ainsi naît la vraie joie. Je pense que beaucoup d'auditeurs sentent maintenant du soulagement. Écrivez-nous quelle comparaison vous voulez lâcher. Au prochain chapitre, nous parlerons de choisir des intentions plutôt que la perfection. Oui, moins de pression donne de l'énergie pour la créativité. Quand la tête ne lutte pas, elle joue. Je suis le plus créatif quand je me sens en sécurité, pas quand je me presse. La sécurité grandit par de petits succès. Te souviens-tu de ton premier plat français cuisiné seul? Oh oui, des crêpes. Elles étaient grumeleuses, mais j'étais fier comme un enfant. Cette fierté est une motivation naturelle, sans comparaison. Ainsi vient un cercle. Moins de pression, plus de courage, plus d'action, encore moins de pression, non? Exactement. Bienvenue au chapitre 7. Aujourd'hui, nous parlons d'intention plutôt que de perfection. La perfection brille, mais elle bloque souvent. Les intentions donnent une direction sans chaîne. Quelle est la différence? Un objectif parfait est dur. Une intention est douce mais claire. Exact. Un objectif dirait « Je cours 10 km chaque jour ». Une intention dit « Je bouge mon corps avec joie ». L'intention permet la variété. Parfois courir, parfois danser, parfois marcher. Elle permet aussi les pauses. L'esprit reste même si le plan vacille. Je raconte une histoire. Il y a 2 ans, je voulais parler anglais parfaitement. Je me suis fixé le but. Plus aucune erreur après 6 mois. Après 3 semaines, le stress. Chaque petite faute de grammaire était une défaite. J'évitais les conversations, j'avais honte. Puis j'ai changé de stratégie. Ma nouvelle intention. J'aime partager des idées en anglais. Les erreurs sont des étapes. Avec cette intention, je parlais plus. Mon anglais s'est amélioré car la pression est partie. C'était libérateur. Belle expérience. J'ai vécu quelque chose de similaire avec la méditation. Mon objectif était 20 minutes immobile chaque jour, concentration parfaite. Après une semaine, je m'endormais ou je comptais les secondes. Alors j'ai tout changé. Mon intention est devenue chaque jour, je fais une petite pause et je respire. Parfois je m'assois 5 minutes, parfois j'écoute ma respiration en marchant. La pratique est flexible et reste vivante. Nos histoires montrent comment les intentions ouvrent de l'espace. Elles s'adaptent à la réalité. Oui, les intentions reposent sur des valeurs, pas sur des chiffres. Valeur mouvement, valeur présence, valeur apprentissage. Comment formuler une bonne intention? Je choisis d'abord une valeur. Puis je la relie à une action simple. Par exemple, je cultive la gentillesse en remerciant quelqu'un chaque jour. Le langage est important. Utilise des mots positifs. Pas « je ne veux pas être paresseux », mais « j'aime bouger ». Les phrases positives activent mieux le cerveau. Elles montrent une image claire. Elles évitent aussi la culpabilité. La culpabilité vient souvent des interdits. Les intentions invitent, elles n'interdisent pas. On peut vérifier les intentions comme des plantes. Poussent-elles? Ont-elles besoin d'eau? On ajuste sans drame. Faisons un petit exercice en direct. Choisissez une valeur, par exemple calme. Formulez ensuite une intention de 8 à 10 mots, par exemple
Je m'offre 5 minutes de calme le soir. Mettez sur pause, écrivez la phrase, puis revenez. Bienvenue de retour. Sentez-vous une différence? L'intention paraît douce mais puissante. Parce qu'elle vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est votre phrase. Un autre conseil, visualisez votre intention. Un petit symbole sur l'écran du téléphone vous la rappelle. Ou un autocollant sur le miroir. Ainsi l'intention reste visible sans crier. Parfait au sens d'adapter, pas au sens de sans faute. Exact. Perdre la perfection comme contrainte, gagner l'adaptation comme but. J'aimerais encourager nos auditeurs. Partagez vos intentions avec une amie ou un ami. Grandir ensemble est joyeux. Et si vous voulez nous écrire, nous serons ravis. Vos exemples inspirent les autres. Pour finir ce chapitre, un point important. Les intentions changent avec la vie. Ce n'est pas un échec, c'est l'évolution. Mon intention de mouvement était la course l'an dernier. Cette année, c'est l'escalade. Même valeur, nouvelle forme. La flexibilité protège de la frustration. Ce qui est rigide casse facilement. Comme un arbre, racines solides, branches souples dans le vent. Bien dit. Nous concluons donc ce chapitre. Dans la prochaine partie, nous regarderons la grande image. Devenir soi-même, pas quelqu'un d'autre. Restez avec nous, respirez et faites confiance à votre direction intérieure. Nous arrivons presque au bout de notre voyage. Voici la grande question. Qui suis-je vraiment? Oui, la meilleure version n'est pas une image étrangère. C'est ton vrai visage, clair et doux. Beaucoup cherchent des modèles. Ils copient mode, voix, plan. Mais les copies semblent souvent vides. C'est vrai. Avant, j'ai essayé de vivre comme ma collègue sportive, même nourriture, même routine. Ça m'a fatiguée. Un jour, je voulais parler comme un présentateur télé célèbre. J'ai imité son accent. Mes amis ont ri, c'était artificiel. Ces exemples le montrent bien. Quand nous jouons un autre, nous perdons énergie et joie. Qu'est-ce qui aide à revenir à soi? Pour moi, c'est le silence. Une marche sans écouteurs. Pour moi, c'est écrire dans un journal. Quand le stylo glisse, ma voix apparaît sur le papier. Demandons aux auditeurs. Quand te sens-tu authentique? En peignant, cuisinant, chantant? Bonne question. Écrivez-nous vos moments. Ils rappellent aux autres le chemin vers l'intérieur. Un autre point est la sensation du corps. Si je me force, ma nuque se tend. L'authenticité apporte de l'ouverture. Le corps ne ment pas. De petites tensions montrent souvent un conflit intérieur. Je fais alors un léger étirement et je demande: est-ce que je vis mon propre but? Belle technique, corps, cœur, tête forment une équipe. Si l'un souffre, tout bloque. Parlons identité. Beaucoup se définissent par travail, statut, like. C'est instable. L'identité pousse plus profond. Valeurs, curiosité, humour, compassion. Ces racines tiennent même en tempête. J'ai appris pendant mes cours d'anglais que l'humour m'aide. Quand je fais des erreurs, je ris d'abord, puis j'apprends. L'humour montre la paix avec soi. Il dit « je vais bien », même si quelque chose tourne mal. Le vrai développement n'est pas un tunnel. C'est un chemin de jardin avec des virages. Parfois des fleurs, parfois de la terre. L'essentiel est que le chemin soit le tien. Tu choisis vitesse, direction, pause. C'est libérateur. Pas de chronomètre étranger. Pas de comparaison extérieure. Seulement tes pas.
En même temps, nous faisons partie d'un groupe. L'authenticité relie plus que la perfection. Les gens la sentent. Oui. Quand je parle ouvertement de mes fautes de langue, personne ne rit méchamment. On aide volontiers. Parce que le courage rend honnête. L'honnêteté attire le soutien. La perfection fait souvent peur. Un auditeur nous a écrit la semaine dernière. Il craint la critique. Que lui dire? Écoute d'abord, puis filtre. Une critique constructive nourrit. Les pics peuvent partir. Tu choisis ce que tu gardes. C'est le même compas intérieur du chapitre 2. L'extérieur informe, l'intérieur décide. Oui, ton espace intérieur est précieux. Laisse entrer seulement ce qui te renforce. Je pense à une image. Tu es une maison. Des invités peuvent venir, mais c'est toi qui poses les règles. Joli. Certains invités restent peu, d'autres deviennent amis, certains n'entrent jamais. Tout va bien. Quand nous devenons nous-mêmes, nous célébrons la diversité. Chaque personne apporte une couleur. Ensemble, cela crée un tableau vivant, bien plus beau qu'une norme grise. La nouvelle année est donc une invitation, pas une course. Montre ta couleur. Oui, peins, chante, apprends, repose-toi. Tout fait partie de ton expression vraie. Et si nous trébuchons, rappelons-nous, un pas en arrière ne dit pas « je suis mauvais ». Il dit « je grandis ». Un arbre perd ses feuilles en automne. Personne ne le traite d'échec. Il prépare une nouvelle force. Belle image. J'espère que les auditeurs la garderont dans le cœur. Collez peut-être une feuille sur votre bureau. Un doux oui au rythme naturel. Pour conclure, la meilleure version, c'est toi, sans masque, avec cœur. Et la nouvelle année est ton chant pour le vivre. Pas une course, mais une danse. Dans le prochain chapitre, nous résumerons tout et nous dirons au revoir. À tout de suite, restez doux avec vous et vos couleurs. Je pense que c'était une belle dernière image. Veux-tu une petite synthèse, Camille? Oui, vas-y. Aujourd'hui, nous avons couvert beaucoup de choses. D'abord, nous avons parlé du désir de changer, fort au début de l'année. Nous avons demandé s'il vient de l'amour ou de la peur. Ensuite, nous avons redéfini la meilleure version. Non pas parfaite, mais fidèle à nos valeurs. Nous avons vu que des émotions comme la joie, la peur et la culpabilité guident les buts. La motivation allume, mais les habitudes et les systèmes simples portent. De bons alliés sont les petits pas, un environnement qui soutient la communauté et l'autocompassion. Nous avons montré comment la comparaison et la pression externe freinent, et comment les intentions, au lieu de la perfection, ouvrent de l'espace. Plus tard, nous avons rappelé que la croissance reste précieuse quand elle est honnête et flexible. Le but est de mieux se comprendre soi-même, pas de devenir une copie. Chaque personne a sa couleur, son tempo, son rythme. Les retours en arrière et les pauses en font partie. Nous avons aussi souligné les signes du corps, l'humour, la gratitude et les petites fêtes comme source d'énergie. Au final, retiens ceci. Sois doux avec toi, suis ta boussole intérieure et vois l'année comme invitation. Ainsi naît un chemin durable, nourri par curiosité, patience et courage, où la croissance devient amie, pas juge. Merci Julien pour ce résumé clair. Je me sens calme et motivée maintenant. Moi aussi, Camille. Ton exemple des 5 minutes de yoga m'a inspiré. Demain, je l'essaie à ma façon. Chères auditrices et auditeurs, vous avez peut-être une petite idée en tête maintenant. Notez-la, donnez-lui de l'air et commencez.
Un geste minuscule est plus fort qu'un énorme plan. Ne vous comparez pas. Célébrez chaque essai sincère. Si cela rate un jour, respirez et recommencez. Nous sommes tous débutants dans quelque chose et c'est normal. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des histoires, écrivez-nous. Nous lisons chaque message avec soin et nous prendrons vos sujets dans de futurs épisodes. À la prochaine, je vous souhaite courage, humour et beaucoup de moments gentils. J'ai hâte de notre prochaine rencontre ici sur le podcast. D'ici là, bougez, riez souvent et soyez tendres avec vous. Notez de petites avancées. Buvez de l'eau, dormez bien, écoutez votre voix intérieure. Au revoir avec douceur. Et rappelez-vous, chaque jour offre de la gentillesse, un souffle clair et un pas vers votre route.